Bienvenue dans le podcast d'Optique 2000, le podcast où on parle lunettes de soleil. On va dédramatiser tout de suite, j'espère que ça vous plaît. On a une petite nuit l'un et l'autre. Voilà, j'ai une nuit courte, du coup j'ai mis des petites lunettes parce que j'ai les yeux gonflés comme des kiwis, donc du coup voilà, vous profitez d'une petite monture. Et donc toi tu te fous de moi. Je me fous totalement de toi, mais je suis en train de me dire qu'il y a peut-être une petite vibe pour moi aussi. Mais je trouve que ça fait sympa en fait, en plus dans cette ambiance et tout, ça fait un peu stylé, genre hello, comment ça va? On va prendre une voix là, Amanda Lear. C'est ça. Qu'on fait de son Genre fin de une soirée. fin de poker. Alors moi, au poker, ça se voit tellement sur mon visage. Je suis incapable de mentir. Je suis taureau, donc je ne mens pas. Ah ouais. Ah bon, les taureaux ne Vraiment. mentent pas? On est très honnête. Ah bon. Ouais. Je sais pas, je m'y connais pas assez. T'es en train d'avoir un flash d'un ex taureau. Non, je crois pas que j'ai eu de taureau. Mais non, j'ai réfléchi parce que c'est vrai que moi les signes, je fais pas attention. Des fois on me dit ah t'es ça. Moi je suis Gémeaux, 3e décan, ascendant Balance. Et alors des fois j'arrive dans un dîner, on me fait ah oui t'es Gémeaux ou Ah ouais. et je fais toujours mais que enfin Bonjour déjà en fait. qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, Tu sais les gens qui font ah ouais d'accord, mais parce qu'ils ont connu peut-être des gens ou alors ils qu'on dirait jamais ça d'un taureau. Excuse-moi, hein. Et écoute, je sais pas, j'ai pas assez de références pour eux. Moi, alors j'ai un ex Gémeaux, donc je vois un peu le profil. Il y a un truc qui est intéressant dans ton profil. Je suis pas très douée, hein. Mais à la fois Balance et Gémeaux, t'es comme quelqu'un qui est très intelligent émotionnellement et socialement. T'as une facilité à comprendre tout de suite le groupe dans lequel tu arrives et à te mouvoir en fonction. Et ça, c'est une grande qualité dans ton taf. Alors moi, je pensais que c'était mon éducation, tu vois. Mais je sais qu'on Aussi, m'a toujours appris à m'intégrer dans n'importe quel milieu, que ce soit le luxe, que ce soit le retail, que ce soit au fin fond de la campagne. Et c'est ce que j'aime. Je trouve qu'avoir une intelligence sociale, c'est hyper important parce que moi, j'évolue dans beaucoup de sphères différentes, mais c'est surtout que, rencontrer le maximum de monde d'univers différents, ça t'ouvre l'esprit. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie de nous diviser constamment parce qu'on vient de telle caste, on vient de là, nanana, on est musulman, on est truc, on est machin. Ce qui me rend fou. Littéralement et en fait on est tellement pris par toutes ces divisions que personne ne pense à se tenir la main pour essayer de faire front commun et du coup c'est vrai que cette intelligence moi je l'ai eue, ça m'a ouvert toutes les portes dans la vie, ça a changé ma vie, ça a changé ma carrière donc il faut savoir dire merci, dire bonjour à n'importe qui, même l'assistant qui vient de brancher ton truc, amener les bounties. Moi toutes les personnes qui travaillent autour de moi ou pour moi, ou pour mon image ou quoi, je respecte chaque personne, qu'elle vienne de n'importe où. Amen, on pourrait arrêter le podcast là et je serais déjà hyper satisfaite de ce qu'on vient de se dire. Non, mais parce que je sais que dans des milieux de showbiz et de machin, c'est pas souvent inné, c'est pas souvent automatique. On dit bonjour aux vedettes et puis les autres, on s'en fout. J'ai vécu des trucs, c'est horrible. Genre où je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Et surtout que toi, t'es dans le service à la base, donc tu le vois très bien. Ouais, puis en plus, quand t'es commerçant, moi, je fais le tour de mon quartier pour dire bonjour, je fais le tour de ma rue, je vais toujours savoir quels sont les ragots. Et donc, quand je suis arrivé, même en télé, je faisais le tour, j'ai lancé la petite vanne à la nana qui a amené la bouffe, le truc, le machin. Je connaissais aucun prénom parce qu'il y avait 70 personnes, mais je savais chaque personne, ce qu'elle avait comme attitude, ce qu'elle avait comme truc. Et chaque jour, j'arrivais, je faisais mon truc, donc des fois, j'étais en retard, donc je me faisais engueuler. Mais j'aimais l'idée que vu que c'est les gens qui travaillaient mon image, j'avais besoin de les faire rire, de les d'égayer leur matinée avant qu'on tourne, tu vois. Et des fois, ça pouvait être un peu une perte de temps. Est-ce que je me trompe, mais je crois que tu as 2 parents d'origine sociale différente? Oui, j'ai une maman viette qui a fui le Vietnam, donc avec sa famille, donc qui est arrivée en, je vais pas dire de bêtises, mais je suis pas bonne pour ce genre de 70 ou un truc comme ça. Et mon père qui est d'une famille sicilienne et donc qui venait de 2 castes différentes. Et donc c'était très compliqué. Ils ont eu un vrai choc de culture et bon, ils sont pas restés mariés. Ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Mais du coup, ouais, c'était. C'est marrant parce que moi aussi, mes parents ils se sont séparés quand j'avais 5 ans et ils venaient de 2 milieux sociaux Différents. Très différents. Mais je crois que j'ai découvert ça il y a pas longtemps avec ma psy, qu'en fait c'est devenu une force parce que très longtemps tu te dis mais j'appartiens à rien en fait parce que je suis jamais à 100% dans un milieu, et à la fois aujourd'hui
Je suis sûre que ça t'apporte une grande ouverture d'esprit. Le fait d'être métisse, déjà, ça ouvre parce que du coup, T'es jamais dans t'as les quand même 2 cases. cultures, t'as quand même des racines différentes et tout ça, puis t'en apprends tous les jours et tout ça. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que mes parents, vu qu'ils ont eu un divorce sanglant, ils nous interdisaient la culture de l'autre quand on était chez l'un ou chez l'autre. OK. Et donc du coup, j'ai perdu, j'aurais pu parler viette couramment, italien, machin, mais en fait, dès qu'on disait un truc ou dès qu'il y avait une influence de l'autre, machin, t'avais l'autre parent qui faisait la gueule, donc du coup, c'était chiant. Sur ce coup-là, c'est dommage, mais bon, peut-être qu'à force, je vais peut-être apprendre, me mettre à apprendre, ou je sais pas, mais quand t'es petit, t'es une éponge, donc tu apprends vite. Ouais. Mais bon, c'est Et la puis vie. c'est important aussi, plus on vieillit, plus on a besoin de comprendre d'où on vient et c'est le genre de Ouais. truc qui importe. Après, moi, ma mère, par exemple, elle est très secrète sur sa fuite du Vietnam. Ah Elle ouais, était c'est encore douloureux. traumatisée et donc du coup, elle ne dit rien, elle n'en OK. parle jamais. OK. Tu sais rien. Waouh. Voilà, et mon père, il parle pas. Donc bon, concrètement, les origines, c'est compliqué, quoi. Et en même temps, des 2 côtés, côté Viet, il y a une grande pudeur, Je pense eux, ils ont été traumatisés parce qu'ils faisaient partie de l'Ancien Régime et au OK. renversement, ils ont dû OK. partir, sinon ils étaient. Bien sûr. Et de côté de mon père, on n'a jamais eu une relation très saine, donc du coup, quand je lui posais des questions, tu vois, à la limite, il m'en décollait une, tu vois, parce que je posais trop de questions. Mais bon, il est comme ça, hein, mais je déteste pas, mais Non, je comprends avec mais bon, toute, c'était des enfants. T'es de quelle année, toi? je suis de 91 et toi? Moi, 86. Donc tu Mmh. vois, à 86, on était quadruplés. Donc pour avoir de l'amour, il fallait faire ça tout le temps, Évidemment. et pour avoir un peu d'attention, machin, c'était compliqué. Et 4 enfants, déjà, alors eux, ils avaient déjà leurs problèmes à eux, donc c'était hyper compliqué. Donc c'est une enfance un peu compliquée, mais qui fait ta force, parce qu'au final, ça te donne. Tu sais capter l'amour quand tu le vois, tu sais capter un drame quand il arrive, tu sais anticiper les besoins, parce que t'as vécu dans une famille nombreuse, et donc je m'en plains pas. Je trouve que bon, c'était des années un peu compliquées, mais je m'en plains pas parce que ça m'a donné, ça a fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, t'as un grand optimisme, c'est ce qui se ressent avec une grande force et à la fois, je Ouais, il pense faut. qu'il y a beaucoup de protection chez toi. Je sais qu'il y a des gens qui me le disent. Alors peut-être que j'ai pas assez creusé, j'en sais rien. J'ai essayé une fois de faire une thérapie pendant 1 an, mais je suis très sensible. Je suis très sensible aux choses. Et je suis très ému de choses positives et tout qui peuvent se passer. Je pleure l'autre jour, on a pleuré, on faisait un dîner aux chandelles où on lisait, tout le monde devait lire des poèmes, les invités, et j'ai pleuré un peu. J'ai pleuré un peu en me disant, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va continuer à vivre comme ça, Oh. et j'ai pleuré. Je pleure beaucoup de joie, Mmh. mais en tout cas, quand il y a un malheur, j'ai beaucoup de mal à. Mmh. Je sais pas si. Oh, je bavarde trop, je m'éparpille. Qu'est-ce que on devait On parler de commence quoi? l'intro, je trouve que c'est hyper intéressant donc je m'étais dit: «On fera l'intro en cours de truc». Non, mais je suis quelqu'un de sensible et tout ça. Mais je sais pas si je me protège, mais j'essaye d'être optimiste parce que Ça te permet de rester debout. Moi, c'est comme je ça que crois j'aime qu'il faut les rester trucs. droit, digne, Ouais. machin. Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, il faut que tu restes droit, que tu sois toujours beau, que tu fasses attention, que chaque détail, quand tu rentres dans une pièce, laisse un bon souvenir. Tu sais pas qui est la personne que tu croises, Mmh. tu sais pas à qui tu parles, sois toujours sous ton meilleur jour, même quand les gens te parlent dans la rue, qu'on t'arrête et tout. Et donc, c'est quelque chose que je fais beaucoup, même maintenant. Alors maintenant, en plus, avec la notoriété, c'est compliqué, tu Ouais. te fais arrêter un peu partout. Mais même quand je m'arrête, même en pleine gare, je m'arrête, je peux pas dire à quelqu'un: «Ah non, non, j'ai pas le temps», parce que on m'a éduqué comme ça. Mmh. Et donc des fois, je rate un train, je rate un vol, Ouh là! ouais, parce que les gens, ils m'arrêtent, je m'arrête, je discute et puis après je fais: «Oh merde». Mais Et non. ma sœur, elle me bute. Parce qu'en plus ma sœur, ma sœur jumelle, une de mes sœurs jumelles, c'est mon agent slash manager slash OK. gestion de crise. Elle en OK. peut plus. J'ai raté au moins 10 trains, cette année. À qui le remboursement? Est-ce que ça te dit qu'on parte, sur Comme cette tu le petite sens. intro? Moi, j'ai OK. tendance à m'éparpiller, c'est une catastrophe. Je C'est suis pas très vrai, déconcentré. Nicolas, j'avais pas remarqué. Non, je rigole. Non, mais vraiment, donc il Mais faudra que tu me cadres parce que moi, mais je suis tendance alors, à. t'inquiète parce que quand ça m'intéresse, je me laisse aussi aller. Il y a un OK. moment, on n'est pas à la télé, il y a pas de coupure pub. C'est quand même un grand luxe, tu vois, d'être Oui, en bien face sûr. de toi et de raconter de sujets profonds. Moi, je suis toujours tellement contente, donc ça me va très bien. Écoute, avec plaisir. Mais j'ai quand même écrit une petite intro, donc Ah! je trouve qu'il faut lui faire honneur. Ah bah oui, bien sûr, Elle est courte, hein. je l'attends. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir le coiffeur star, entrepreneur et animateur télé Nicolas Waldorf. Nicolas a une énergie incroyable, une intuition à toute épreuve, un parcours de vie hors norme, mais pas pour autant un long fleuve tranquille.
Hello Nicolas. Hello, c'était mignon comme Tu intro. vois, c'était court, Ouais, mais mais c'était intense. très bien. C'était court mais intense. C'était très bien. Tu en as parlé dans plusieurs podcasts hyper intéressants et on l'évoquait déjà, un parcours de vie assez inédit déjà, venir d'une famille avec des quadruplés. Je crois que tu es le premier que je rencontre C'est qui a un plutôt rare. quadruplé. Hein. C'est très rare. Puis on croirait pas qu'il y en a 3 autres comme moi. Tu te rends compte? Ouais, non, mais j'ai de la chance. Je suis très chanceux d'avoir vécu ça parce que quand tu n'es jamais seul, tu as toujours 3 personnes dans l'univers qui pensent à toi. C'est magique ça. Tu as 3 personnes qui ont le même âge que toi, tu as grandi ensemble, tu as fait les mêmes conneries. Je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça. Alors bien sûr qu'on a des moments où on est plus proches les uns, moins proches, il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de quand tu as le même âge en plus, il y a vraiment ce truc de tout le monde se comparer sur la réussite, sur ce qu'on fait, sur l'intelligence, sur le potentiel, sur machin, les échecs. Donc tu vois, on est là pour parler d'échecs, mais Bien je peux sûr. te dire que quand tu es entre frères et sœurs jumeaux, tous les échecs, les trucs et tout, les gens, ils ont même tes frères et sœurs, ils ont une image fausse de toi. Tu ressentais une pression, toi, en grandissant, en te disant, faut que je m'affirme individuellement. C'était quoi ton... Alors moi, alors non, j'étais indépendant, j'étais mature. Je protégeais beaucoup mes frères et sœurs de ce qui pouvait leur arriver. Ok. Mes parents s'entendaient pas. Mes parents étaient assez violents dans leur rapport et du coup, pour un peu protéger mes frères et sœurs pour pas qu'ils voient tout et tout, j'avais tendance à un peu leur inventer un petit monde et puis les emmener là pour pas qu'ils voient ou machin. Et donc j'ai été un peu leur tuteur pendant l'enfance. Je comprends que tu montres pas tes émotions maintenant parce que tu devais tenir pour les autres. Ouais, mais il fallait bien qu'il y en ait un et puis j'aimais bien l'idée qu'ils gardent un peu plus leur naïveté. Moi, j'avais conscience très tôt de ce qui se passait, mais je le vivais pas mal, je vivais ça comme un film. Okay. J'avais une créativité, une imagination débordante et donc quand il fallait partir pressé, quand on devait prendre la voiture, on sentait que c'était tendu, qu'il y avait une dispute et tout, je vivais ça comme un film de suspense où il allait arriver quelque chose. Okay. J'ai toujours, même quand on a dû quitter notre maison à la va-vite ou des trucs comme ça, j'avais l'impression qu'on était dans un dessin animé, tu sais, comme dans Anastasia où elle doit quitter le palais, tu vois. Bien sûr que je vois. J'adore ce dessin. M'inventais un truc, sans doute peut-être pour pas paniquer. Genre on a été placés et tout, donc il y a eu quand même des moments très compliqués. Lourd. Mais j'ai eu la chance de vivre tout ça, de voir des enfants qui allaient beaucoup plus mal que moi. J'ai manqué de rien, j'ai toujours eu à manger, j'ai des machins. On avait 2 cultures, ce qui fait qu'on avait 2 familles très très différentes, où on mangeait des nems d'un côté et de l'autre on mangeait des plats italiens. Enfin, et il y avait ces disputes, et il y avait ce chaos, et il y avait cette espèce de truc de protéger mes frères et sœurs, parfois du coup comme un lion. Et un jour, à 16 ans, j'ai dit stop, j'en peux plus. Je pars, j'en ai assez fait. Et je me suis barré. Mais c'était tellement riche ce que j'ai vécu. J'ai vu des enfants qui avaient tout, qui avaient aucun souci et qui étaient torturés, machin. Moi, j'avais même pas le temps de. Je sais pas ce qui est le mieux ou le pire Bien en fait. sûr. J'ai connu ça. Moi, c'était comme ça et j'étais très bien comme ça. Ce qui me fait de la peine, c'est mes frères et sœurs parce que eux, ils ont été beaucoup plus heurtés. Je crois par ça. Okay. Ils l'ont beaucoup plus mal vécu et eux se sont souvenus des mauvais moments. Je pensais que qu'ils étaient peut-être épargnés, mais en fait, eux, ils ont beaucoup focus sur les moments tragiques. Et en fait, on pense pas, mais les enfants voient tout, sentent tout. Et parfois, quand ils ressortent un truc, j'ai l'impression que moi, j'ai oublié et pas eux, quoi. C'est fou que tu prennes ce rôle-là, c'est hyper touchant. Tu sais, on doit tous trouver notre rôle dans Maintenant, notre j'ai une sœur qui le fait plus. Ma sœur qui est mon agent, elle le fait, elle anticipe tous les problèmes et tout ça. Elle est devenue vraiment la maman. Et moi, je suis beaucoup plus égoïste. Ouais. Je sais pas. Puis après, il y avait mes grands-parents, tout ça. Je m'occupais de mes grands-parents. Je sais pas. Moi, j'étais comme ça. Mais à un moment donné, j'ai voulu m'émanciper. À 16 ans, il y a un événement qui est fondateur dans la suite de ta vie. J'étais fugueur. Donc, j'avais été mis dans un foyer à un moment donné pour souffler un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé amoureux de mon coiffeur. Donc, en gros, je suis tombé sur un mec. D'un coup, j'ai eu un coup de foudre et tout ça. Tu pensais aimer les filles avant ça, toi? Ah, j'avais une copine. Ouais.
J'avais une copine, elle venait de partir, j'étais démoralisé et bon bref, pour te la faire courte, je suis tombé amoureux de ce mec, je voulais qu'il m'apprenne la coiffure. En fait, je trouvais fascinant, je suis arrivé devant un mec qui coupait les cheveux, les nanas, elles étaient toutes folles de lui, il avait de l'argent. Je me disais: «Mais en fait, qu'est-ce que je me fais chier à faire des études? En plus, j'ai envie de me barrer de chez moi, c'est bon, vas-y Nico». Et je savais qu'avec le bagage que j'avais, cette éducation un peu difficile, mais en plus, j'avais des grands-parents, qui étaient très smart, un peu bourgeois, qui m'avaient beaucoup appris sur l'apparence, l'importance de Mmh. l'allure, heu l'importance de toujours laisser un souvenir impérissable et je sentais qu'avec, le langage que Mmh. j'avais lu, j'étais éduqué, je savais qu'en atterrissant dans un milieu comme ça, j'allais être le haut du panier. Je C'est incroyable ce que tu dis parce que j'ai failli arrêter, quand j'étais chez Cosmo pour me lancer dans la coiffure Ah ouais? et je m'étais dit: «Je vais aller à New York et je vais faire des chignons pour les stars et j'utiliserai tout ce bagage un peu Ah mais bien sûr. bourgeois pour». Regarde ce qu'on vit, l'époque où on vit aujourd'hui. Regarde les gens quand ils t'écrivent. Aujourd'hui, les gens qui savent s'exprimer sont rares et du coup, C'est une enfin, grande chance. tu pas besoin d'être forcément cultivé, t'as pas besoin de connaître tous les philosophes mais savoir s'exprimer, savoir quel mot choisir, quand on te l'a inculqué, Mmh. c'est une joie, mais c'est Non, surtout c'est une un chance. avantage, Bien une sûr, chance, bien sûr. un privilège, Ouais, parce que ça va t'ouvrir toutes les portes. ouais. Moi, je suis sérieusement convaincu que c'est parce que je savais m'exprimer, verbaliser, être toujours impeccable, Mmh. toujours, comment dire? Toujours un petit peu, rigolo, mais toujours le mot f la blague fine, Mmh. tu vois? Mmh. C'est ce qui m'a ouvert les Ouais, portes. ouais, Enfin, tu ouais, vois, ouais. des coiffeurs, il y en a plein, des meilleurs que moi, il y en a au taquet. Enfin, je veux dire, des coiffeurs, il y en a partout et je pense vraiment que le fait d'être un petit peu comme ça, d'être un petit peu malin, ça OK, donc tu voyais le truc loin, c'est je intéressant. voyais pas le truc loin, mais je savais que en arrivant dans une école de coiffure, j'ai compris très vite quand même que bon, Mmh. tout le monde n'avait pas la même posture. Je Mmh. me suis dit: «Bon, bah, je sais que je vais me faire repérer». Mais je pensais petit, je pensais que j'allais être repéré par un patron, aller dans un salon un peu luxe, Ouais, finir ma carrière comme ça, ouais, monter ouais. peut-être un salon et c'est tout. Le reste, je n'en avais aucune Bien sûr, idée, bien sûr. Ouais, attention, hein. ouais, ouais. Moi, quand j'ai ouvert mon premier salon, j'ai dit à mes potes: «Ah, j'ai ouvert mon premier salon, c'est cool». C'est mes potes qui m'ont dit: «Ah non mais mec, on va pas faire une demi-molle, hein. On va faire un truc, L'expression, elle est incroyable. on va faire un truc énorme et tu vas être une star, tu es fait pour être connu, tu vas être connu». OK. Et moi je disais à mes potes: «Mais pas du tout». Je dis: «Qu'est-ce que vous racontez?» «Ah non mais tu as pas compris Nico, nous on le sait». Et le Oh. jour où ça a explosé, je me rappelle qu'ils étaient tous à côté de moi, ils m'ont dit: «Alors?» Putain, tu des potes en or, hein. Ah oui, oui, bah ceux-là et ils m'ont dit: «On te voyait», enfin je veux dire, on sortait en boîte, on avait 25 ans, on était des branleurs, on foutait Ouais, tu avais rien. une aura, quoi. Et il me disait: «Quand tu rentres dans une pièce, quand tu machin, tu veux toujours, créer quelque chose, parler à quelqu'un, avoir un mot, avoir un truc Mmh. et tu te rends pas compte». Et j'ai même revu plus récemment des amis du collège. OK. On a été boire un café, il y a quelque temps quand même déjà et qui m'ont dit: «Mais tu te rends pas compte quand tu arrivais au collège, tu voulais toujours faire une blague devant le parvis pour que tout le monde Mais l'entende». non. Mais je me souvenais même pas. Oui, parce que toi, tu te vois pas, tu incarnes le Non, mais truc. elle disait: «Mais tu étais fait on se l'est toujours dit au fond, tu OK, étais fait dingue. pour, briller, pour machin». Mais moi, j'avais pas cette vision-là. Je croyais Mais que c'est cool, tant mieux, parce que oui, oui, tant sinon tu mieux. te serais trop vu, Oui, puis en tu plus, vois ce vu que que je veux dire? Ça aurait je pas me suis été jamais très. dit: «Je veux percer». Si j'avais pas percé, j'aurais été malheureux. Mmh. Moi, vraiment, tout ça, c'est arrivé. Je faisais je vis comme ça, comme un enfant, ce qui m'arrive, Ouais, hein, ouais, vraiment, ouais. j'ai jamais eu de moment où je me suis dit: «Allez, il faut la gloire, il faut le machin». Je me dis il y a un truc, tu vois, tu me parlais de la pression que j'avais eue, Mmh mh. c'est qu'au moment où j'ai vu mes parents à genoux, quand je leur ai dit que je voulais être coiffeur, que Mmh. j'étais pédé, Mmh. quand j'ai vu Mmh. ma mère était vraiment désespérée, elle m'a envoyé des docus sur le sida, enfin, tu vois, c'était, ma mère Mmh. catho Mmh traditionnelle, mh. C'est pas la même époque non c'est pas la même plus. époque, elle était vraiment homophobe, enfin, elle Mmh. comprenait pas, Mmh. machin, c'est pour elle, c'était les portes de l'enfer, hein, Ouais, les ouais. faire l'amour par les fesses, c'est tu vois? Elle me disait ça, tu vois? Donc c'était un peu mais quand je l'ai vue à genoux, je me suis dit: «J'ai pas le choix, Ouais. je dois changer ce milieu, je dois faire une carrière Mmh et mh. je veux». Et en fait, Leur tout prouver. a été construit, un peu inconsciemment en me disant: «Bon, je veux vraiment leur clouer le bec». Mmh. Donc quand j'ai eu mon premier gros salaire, je leur ai envoyé en photo, Mmh. j'aurais dit: «Bah, vous voyez, Mmh. moi j'ai pas de crédit d'études ou de machin, je gagne bien ma vie». Mon premier défilé, je leur ai envoyé, mon premier Tu cachet, t'es pas laissé le choix, en fait. et en fait, le jour où ils m'ont vu vraiment partout,
à la télé, machin, dans les médias, je me suis dit, bon, j'ai plus rien à prouver. Là, je peux souffler et faire pour moi. Ben, je me suis dit, je me suis amusé pendant toutes ces années, j'ai eu énormément de chance, mais je me suis dit, maintenant, ils peuvent plus rien dire. Ouais, je comprends. Et T'as déposé un peu un bagage sur le côté. Ouais, puis c'est de leur dire, bah voilà, vous disiez, mais au final, voilà. Puis j'ai payé des belles vacances à ma mère, je l'ai emmenée, je l'ai fait rêver. J'ai eu des années où je pouvais me permettre un petit peu. Et donc du coup, je l'ai fait, puis je la faisais rêver. Elle comprenait même pas, tu vois. Elle arrive, il y avait un voiturier, elle croyait qu'on allait lui voler sa voiture. Enfin, tu vois, c'est Ouais. de faire vivre des rêves comme ça à ta dingues. maman, voilà. Et puis ça permet aussi de bien vivre. Bah justement, c'est ces années-là dont on va parler aujourd'hui. Après 1h30 déjà de podcast. Non, je rigole. C'est dingue. Non, mais je m'éparpille trop. Attention. Mais attends, on est dans un podcast. Enfin, genre, on est censé parler quand même, Nicolas. Je suis contente. Je sais pas si je suis bon ou mauvais à l'exercice parce que je m'éparpille. T'es très bon? Non, pas du tout. Alors, voilà. Bah, Tout alors, va si bien. je suis bon, ça va, mais Tout va bien. Dis-moi si je pars trop en... Je te dirai. Ok. Je pense que t'as vu que j'étais honnête. Oui. Je vais remettre mes lunettes pour l'occasion. Nicolas, on va parler de ce début justement où ce début de carrière qui commence à très bien se passer pour toi. Tu gagnes une aisance financière, tout roule et puis une grande leçon. Donc j'ai monté un premier salon, succès monstrueux. Donc mes amis qui étaient dans la pub, la créa, avaient créé mon image. Ils avaient créé un peu le mythe. 6 mois après, j'ai remporté le concours du meilleur coiffeur, du meilleur concept pour M6. À l'époque, il y avait pas Netflix, il y avait pas Amazon, il y avait rien. Tu faisais une émission d'une semaine où tu gagnais un télécrochet, t'étais refait. C'était loto. Ensuite, deuxième salon, restaurant. Enfin, vraiment, on ouvre des trucs et tout va vite. Tout va très vite. Et surtout, en fait, on réinvestissait, on gagnait de l'argent. Mais on était extrêmement rentable, il n'y avait pas de crise à l'époque, et donc du coup tout s'enchaînait comme ça. Puis après on m'a reproposé de la télé, j'attendais, j'étais trop jeune, je voulais pas, machin. Bref, tout s'enquille. Et à chaque fois que j'avais un moment où ça redescendait, il y avait un truc qui m'arrivait. Donc en fait j'ai eu une ascension, 10 ans de waouh, c'est génial et tout ça. Pas un souci d'argent, dès que j'avais envie d'un truc je me l'achetais. J'étais très insouciant. Et ensuite, donc à un moment donné, une saison de télé qui s'annule. Donc là, d'un coup, donc moi, je venais de racheter une entreprise. Donc j'allais dans un prévisionnel, j'avais noté 150 000 euros, par exemple. Je te dis une somme au pif. Les 150 000 euros sautent parce que l'émission ne se fait pas. Sauf que c'était déjà prévu, c'était déjà signé, mais ça s'est annulé. Ce qui a ça a de lourdes conséquences financières. D'un coup, t'as plus de 100 000 euros dehors. T'as des boîtes qui sont pas rentables parce que t'es tout le temps en train de tourner et tu payais avec tes cachets. Enfin bref, en fait, je m'aperçois de toute la farce. Je m'en aperçois au moment où la télé s'arrête. J'épluche mes comptes et je fais, mais il est où l'argent? J'avais encaissé tellement d'oseille et là, d'un coup, il y avait plus rien. En fait, il y avait plus rien parce que je n'étais pas là. Tout le monde signait des contrats, tout va, des abonnements, des trucs, des machins. Mais en fait, les fournisseurs aussi, et j'avais des fournisseurs qui doublaient leur prix parce qu'ils croyaient que j'étais un grand compte. Enfin, ils se disaient c'est Nicolas Waldorf. Donc voilà, je me faisais arnaquer. Plus les gens qui se payaient grassement parce qu'ils travaillaient, ils faisaient des factures pas possibles. En fait, tout le monde pensait que c'était un robinet qui s'arrêtait pas. Ok. Et à un moment donné, je suis revenu, et plus des gens qui étaient pas forcément bienveillants, qui s'en foutaient de ce qui se passait, qu'il y ait du monde ou pas du monde, qui jetaient les clients dehors, enfin tu vois. Que je comprenne. Donc t'avais plein de business et c'était un peu pyramidal. Bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais en gros, j'avais plein de petits business dans la même rue, et en fait, chaque argent tu le remettais dans le tout business était sur le même truc, et j'encaissais comme ça parce que moi je voulais pas avoir conscience de ce que j'encaissais. C'était des montants quand même faramineux, hein. Donc du coup, je mettais ce taux sur la boîte, et donc on voyait pas les choses qui étaient pas rentables. Oh, bien Sauf sûr. qu'au bout d'un moment, quand par exemple, tu fais moins 60 un mois, moins 62 mois, moins 63 mois, le jour où ça s'arrête, les grandes rentrées d'argent. Les grandes entrées d'argent, bah, tu commences à mettre de l'argent perso, hop, et d'un coup, il y a plus rien. À coup de 60. Qui, pendant 10 ans, avait toujours été dans ce flux d'argent, Ce qui m'a mis dedans, c'est que j'ai voulu racheter une entreprise. Le loyer était exorbitant. Il y avait énormément de travaux. C'était mon rêve d'acheter cette entreprise. C'était mon rêve.
Et c'était un caprice et j'ai voulu l'acheter parce que je voulais offrir à mes clients un endroit spectaculaire, accessible. J'ai voulu rester accessible, donc j'ai pas augmenté mes prix, mais j'étais dans un endroit qui valait plus du double ou du triple du loyer. Et j'ai fait des travaux. L'émotionnel et pas Voilà. Et de surtout, je me façon disais, mais je objective. peux me permettre ça parce que j'ai de l'argent, machin. Et en fait, il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, quand c'est pas rentable, même si tu rajoutes un peu d'argent, quand c'est vraiment pas rentable, ça te ruine. Bien sûr. Mais moi, j'avais pas conscience de ça. Je me disais, mais on a toujours été bien. Il y Ouais. a un truc qui va me tomber dessus. Je vais Ouais. retourner. Et en fait, Jusqu'au jour où mais attention, je ne m'en plains pas. Il y a eu un moment où j'étais dans mon lit, j'avais refait ma chambre, j'avais acheté un lit hors de prix parce que je voulais me reposer le soir. C'était mon rêve, c'était d'avoir un vrai lit. J'avais un lit d'hôtel, machin. Et un jour, je me suis couché dans ce lit et je savais que je pouvais pas payer le loyer, que on pouvait tout me prendre et tout ça. Et je me rappelle m'être couché dans ce lit en me disant, ça y est, peut-être que demain, je pourrais plus dormir dans ce lit, donc je veux en profiter. Oh Je veux dormir, machin et tout. Et il y a aussi eu un truc, c'est que j'ai profité un max de tous les meubles, tous les trucs que j'avais achetés, je touchais tout. Et je me disais, mon Dieu, j'ai réussi à réaliser mon rêve, mais peut-être qu'on va me le reprendre. Et donc, j'étais dans ce truc de vraiment profiter de chaque chose, de chaque instant, de chaque dîner, de chaque assiette, parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux le perdre, quoi. Et en fait, ça a été un truc où d'un coup, je me suis dit, il faut que je me batte pour garder tout ça. Donc, bien sûr que tu perds des plumes, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, c'est la vie d'entrepreneur aussi. Hein. La vie d'entrepreneur, c'est de perdre et de gagner, mais des fois tu perds. Mais j'ai commencé à avoir conscience de tout, chose que je n'avais pas en fait. J'achetais, je dépensais, je consommais. Maintenant, j'ai conscience de tout. J'ai conscience qu'un bon dîner au restaurant, ça a un prix. J'ai conscience que dormir dans un lit dans lequel je dors, ça a un prix. Ça te rend reconnaissant aussi doublement? Je l'étais déjà, mais j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, je t'en parle, ça m'émeut parce que j'ai eu énormément de chance dans la vie. Mais ça m'a donné conscience de tout, il faut le vivre, en fait. Je crois qu'un grand entrepreneur, et je me mets pas dedans, mais un grand entrepreneur qui a pas d'échec, c'est pas un grand entrepreneur. C'est qu'il est pas tenté. Il faut non, mais il y a des gens, moi, je vois des gens sur Internet, sur machin, t'as l'impression que c'est que du succès. Ils font des millions, des machins, là, et t'as l'impression qu'ils font que du succès. Bien sûr. Mais c'est très souvent des gens qui reprennent des business, qui reprennent des trucs qui marchent et machin, ils ont juste eu un bon coup. Mais chuter, remonter à cheval, avoir tout perdu, rebondir, machin, avoir les huissiers et machin, et quand même tenter, avoir fait 10 projets qui marchent pas, et un qui marche, et peut-être faire fortune à 50 ans et machin. Pour moi, c'est ça. De fou. Un mec qui a juste à te dire qu'il pèse tant, bon, ok, très bien. Mais en plus, c'est jamais comme ça, l'envers du décor. Oh là là, mais tellement. C'est jamais ça, tu vois. Les plus grandes startups, les plus grands succès de ce monde, c'est des gens qui, au moment où tu les as félicités pour leur succès, ils étaient au bord de la ruine. Moi, les moments où vraiment j'ai vécu, on me félicitait, j'étais encensé, je faisais des tapis rouges pas possibles, je montais les marches de Cannes, machin, j'avais rien. Ah ouais. J'étais au bord du gouffre, j'avais envie de me pendre. J'avais ma carte bleue qui passait plus, j'avais des vêtements à je sais pas combien, et les gens me disaient, ah là là, mais t'es le meilleur, t'es un modèle pour nous tous. Et je me disais, mais s'ils savaient. Et comment tu te sentais à l'intérieur? Parce que ça doit être terrible de faire semblant et de... Je savais que je devais continuer à garder la tête haute, et je pensais à ma grand-mère. Ok. En fait, moi, mon rêve, c'était de monter les marches de Cannes. C'est con, hein. Mais ma grand-mère, on le regardait à la télé, et au moment où je suis arrivé en haut des marches, je me suis effondré. Et ma sœur m'a dit, ils ont zoomé sur toi, tu l'as fait, mamie te regarde. En fait, moi, je continuais à réaliser mes rêves, je me disais, je m'en fous de l'argent, mais je continuais parce que je me disais, je veux montrer, s'il y a un seul petit, qui a 15 ans, qui est devant sa télé, qui est catastrophé, ses parents, ils sont peut-être catastrophés parce qu'il est peut-être un petit peu sexuellement troublé, et qui se met une jupe, et qui se met du vernis, et qui me voit en haut de ce tapis rouge avec une traîne en sequin, et qui me voit et qui se disent, on peut réussir, on peut partir de rien, on peut avoir un CAP coiffure, on peut monter ces putains de marches, et on peut être quelqu'un. Et moi, tu vois, je n'ai jamais écrasé personne. J'ai jamais, pourtant dans ces milieux, c'est un peu la catastrophe, mais
j'ai fait de mal à personne, j'ai fait mon petit truc, je regarde pas mes concurrents, je me compare pas parce que ça rend malade, mais j'ai fait C'est mon clair. petit truc, je voulais prouver à mes parents, je voulais prouver à mes grands-parents, j'ai signé chez M6 parce que je savais que c'était la chaîne que regardaient mes grands-parents, j'aurais pu signer chez Netflix, il y avait le début de Netflix, on m'a proposé plein de choses, et j'ai signé chez M6 parce que je voulais être sûr que dans la maison de retraite, on puisse me voir. Non. Enfin, tu vois, mais j'ai fait les choses tranquillement mais sûrement. J'ai refusé certains projets. Parfois j'ai dû m'arrêter. Puis à un moment, je me suis arrêté parce que je pouvais plus, c'était trop dur. Puis je Mais me dis, Nicolas, qu'il y a aussi le petit garçon en toi qui a été placé avec ses frères et sœurs, qui a connu, même si il était fort, qu'il affrontait, il y a un besoin de sécurité. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans cette position où à nouveau, on va t'enlever ça. Potentiellement, j'imagine que inconsciemment, ça doit remuer un truc en soi, non? je me disais, un jour, j'ai dit à ma sœur, si je perds tout, je prends un sac à dos, je m'envole en Australie. Enfin, je prends de l'argent, je prends un billet et je m'en vais. Je pourrais toujours me refaire. Ouais. Mais je serais détaché de mes chaînes. Ok. En fait, quand tu as des entreprises, t'es enchaîné Mhm. et c'est très douloureux de voir les autres parfois profiter de la vie et que toi, t'es enchaîné à un truc et t'as de la pression tous les Ça jours. s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête que quand tu vends. Des fois, ça me manque le fait je suis un enfant, moi, j'ai besoin de découvrir les choses, je suis curieux, j'adore voyager, j'adore T'as de être libre. l'humour, tu ris, Et je suis tombé un peu là-dedans parce qu'on me disait, allez, fais ci, fais ça. Oh là là, mon Dieu, ça prend. Bon, ben, tu devrais faire ça. J'ai écouté tout le monde et au Ok. final, je suis pas malheureux. Mais il fallait bien que j'écoute les gens. J'avais 27 ou 28 ans quand j'ai Ouais, monté bien ma sûr. première boîte. Mais des fois, j'ai ces envies de liberté. Et tu vois, hier, j'ai fait une réunion de crise parce que je veux lancer ma chaîne YouTube, je veux continuer à faire de l'humour, j'ai fini d'écrire une pièce, je voudrais la vendre, je voudrais être sur les planches, parce que ça me manque. Et ma sœur me dit, mais attends, on a monté une boîte qui est en train d'exploser, on a monté un club, on accompagne des entreprises qui coulent, et moi, ça Ouais, j'ai m'excite de vu faire ça. ça. Je vais en province, je vais Ouais. partout, je fais le tour, je sillonne sur toute la France. Ces gens ont besoin de moi, ils ont besoin de nous, toute notre équipe. Et elle me dit, mais attends, mais tu me parles de nouveaux projets, machin, on va jamais y arriver. Et je lui ai dit, mais j'ai besoin de m'amuser. En fait, je peux pas faire que Ouais, du je business, comprends. tu vois. Bien sûr. Et je pense que c'est très dur pour elle, c'est très difficile pour ma sœur. Genre, j'ai énormément de chance de l'avoir, mais c'est très difficile pour elle parce que je pars dans tous les sens. Et quand je m'ennuie, ça va pas. Et Je quand te comprends tellement. ouais, et je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, écoute, arrête, tu sais, elle me gueuler dessus, je suis en train de faire mon yoga et elle me gueulait Super, dessus. la J'étais sur mon tapis, détente. je faisais arrête de prendre la tête. Et je lui disais, chérie, je ne nous mettrai pas en danger une Oui. deuxième fois, Mmh. mais j'ai besoin de faire Mmh. rire, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de raconter ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre le monde, j'ai besoin de De fédérer. vivre pour toi aussi, peut-être. Alors vivre pour moi, non, parce que j'ai vécu pour moi. Je suis quelqu'un d'assez égoïste dans mon fonctionnement. Le matin, je dois avoir mon moment pour moi, je dois me maquiller, je dois me faire beau, je dois ci, machin. J'ai des moments comme ça où on ne peut pas négocier, tu vois. C'est pas pareil. Moi, je le vois plutôt comme, tu sais, et c'est normal et c'est même sain parce que c'est nécessaire, je pense, dans la vingtaine, mais quand on a, voilà, une enfance, comme la tienne, on a envie de rendre fier, on a envie de rendre beaucoup de choses, l'appareil, on a envie de et j'entends que là, tu as un peu un tournant où tu te dis: «Ouais, moi, j'ai envie de lâcher un petit peu ces attentes-là pour vivre, moi, mes rêves d'enfant». Alors Tu vois ou déjà, pas? oui, je C'est vois, psychologie de comptoir un peu, hein. mais Tu peux me le dire, hein, tu peux me non, le dire. en fait, c'est presque ça. Mais en fait, j'ai rêvé d'être populaire quand j'étais petit et je l'étais pas. J'ai été bullied à l'école, Ah oui. heu, pas harcelé, mais bullied. Mmh. J'étais un peu gringalé, j'étais un peu efféminé, je trouvais que les hommes étaient beaux et que les femmes étaient belles, mais j'avais des copines, je me posais pas vraiment cette question, j'étais pas entouré d'homos, donc j'avais pas vraiment de culture LGBT, Mmh. machin. Et j'étais élevé par un père sicilien qui Mmh. cassait les couilles, Mmh. qui était vraiment, tu vois, qui était Macho. vraiment macho, ignorant, machin. Mmh. Mais je rêvais une vie où adulte, je ferais quelque chose si j'étais populaire. Mmh mh. J'aurais jamais cru que je serais populaire Mmh. au niveau national, Mmh. mais je savais que je regardais les gens qui avaient une aura, je regardais les gens qui rentraient dans une pièce et qui m'impressionnaient. Je me disais: «Oh, j'aimerais bien un jour avoir cette démarche, j'aimerais bien un jour quand je rentre dans une pièce qu'on m'applaudisse, j'aimerais bien un jour que quand Ouais. je traverse une pièce, les gens me regardent». Heu et un jour, c'est arrivé et j'ai compris une chose, c'est que qu'est-ce que je vais faire de ça? Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver au Mmh mh. niveau de ma carrière, au niveau de mon métier. Je sais couper des cheveux. Bon, c'est prouvé, c'est comme ça. Ce que je veux aujourd'hui,
quoi que je crée, ça doit être pour fédérer. Oh. Parce que je ne supporte pas, enfin, j'ai énormément de mal avec le monde dans lequel je vis. Je me pose énormément de questions. Je suis malheureux de la tournure que prend cette société. Je suis malheureux de ce qui se passe en politique. Je suis malheureux de voir des gens divisés, qui ne se comprennent plus. On n'a jamais été aussi connectés, on n'a jamais autant possédé, on n'a jamais autant fait d'argent. Et en fait, on est connecté, mais on est seul. On fait de l'argent, mais on n'en a pas. On fait, c'est absurde. C'est absurde. Je suis énervé et donc ce que je veux, c'est à tout prix mettre ma notoriété à profit. Plus je peux parler, plus je peux influencer de gens, plus je peux leur faire comprendre que le travail c'est important, que lire c'est important, que savoir s'exprimer c'est important, qu'il faut pas ne pas aller à l'école, qu'il faut pas machin. L'autre jour, je tombe sur un live, j'étais avec un gamin de 13 ans, il est 1h du matin, je fais mais va te coucher. Je dis mais où sont tes parents? J'ai été effaré. Et en fait, je vis dans un monde comme ça où je ne comprends pas. Et tu vois, tu me disais, j'ai pas eu de chance, mais moi, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, j'ai été placé dans des foyers où j'avais des éducateurs qui étaient des modèles d'éducation, d'humour, qui fédéraient, qui voyaient l'amour dans tout. Ouais. J'étais passé dans des familles d'accueil qui étaient musulmanes, qui étaient complètement d'une autre culture et qui m'apprenaient l'islam, et donc qui m'ont appris qu'on disait merci à Dieu 100 fois avant de commencer à lui demander quoi que ce soit. Moi, je venais d'une famille chrétienne où on faisait que prier pour demander, donc ça m'a ouvert l'esprit. J'avais des parents un peu violents, oui, entre eux, qui étaient passionnés et où je voyais que c'était des gens qui avaient peut-être des lacunes et qui essayaient quoi qu'il en soit de nous éduquer comme il fallait. J'avais des grands-parents très intelligents, très ouverts d'esprit. En fait, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de le vivre comme ça, j'ai eu de la chance de machin et c'est ce qui a fait ma force dans ma carrière. Donc j'en veux à personne. Moi, mon père, il m'a arraché tous mes, tu sais, il pétait ma chambre dès que j'étais pas d'accord, que je posais trop de questions et tout machin. Il pétait tout. Le jour où je suis parti, il m'a donné de la force. Il m'a dit, allez, va rater ta vie, mais tant mieux. Je lui ai dit, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais devenir le meilleur. Tu me verras partout. Ça t'a donné ta flamme. Mais oui, mais fou. Du coup, je peux même pas. Ouais. Je suis triste parce que mon frère jumeau, on est vrais jumeaux, et lui, il a très mal vécu, il a été un peu plus protégé, mais il est trop sensible et il a du mal à tout faire. Ce qui me fait de la peine, c'est que tout le monde n'ait pas été comme moi. Je comprends. Moi, j'en ai fait, en fait, dès qu'il m'arrivait quelque chose, que j'étais en larmes, je me rappelle dans ma chambre, j'étais en larmes, j'étais énervé. Je me disais, putain, mais il va forcément m'arriver quelque chose. Même quand j'ai commencé ma carrière, tu vois, j'étais en galère, j'avais pas d'argent, on était dans un 9 mètres carrés, on vivait à 3. Dans un 9 mètres carrés, tu sais, les chambres de bonne, là. Bah, j'ai eu un 9 mètres carrés, mais j'étais solo dedans. On était 3, les vitres étaient trempées, les gouttes, elles coulaient du plafond. Les gouttes, elles coulaient du plafond, tu sais, la condensation. Ouais. Genre, on avait la douche au bout du BZ, le BZ, le micro-ondes à droite, le truc, Alison et Mehdi, on était à 3, et on disait, mais c'est pas possible, il va nous arriver quelque chose. Mais on courait dans tout Paris, on faisait des jobs, on avait notre argent pour nous, on dépensait notre argent, on avait juste la dalle. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque chose, chaque hôtel où je vais, chaque endroit où on m'accueille, chaque matériau que je vois, mais t'es hyper reconnaissant, évidemment. Ben en fait, oui, j'oublie jamais moi ça. Évidemment. J'oublie jamais moi ça. Et alors, il y a des gens, tu sais, des fois, ils ont des images de moi un peu diva parce que je suis très exigeant, je suis très dans le détail. Moi, tu vois, dès que j'arrive, je dis bon bah, je veux voir ça, donc je peux comprendre, mais parce que je suis quelqu'un d'exigeant, j'ai été élevé comme ça. En revanche, je suis très reconnaissant parce que j'ai tout perdu quand mes parents m'ont dit allez ciao, va avec ton coiffeur et puis casse-toi, et qu'on m'a coupé les vivres. Tu te retrouves mais j'ai voulu récupérer cette vie, tu vois. Et c'est toutes ces chutes qui font que tu apprécies tout. Je te trouve hyper intéressant. Je trouve que heureusement, parce que sinon on serait dans la merde. Non, mais je le dis jamais, mais je trouve que t'es vraiment une belle personne. Je sais pas. Est-ce que je peux dire mon opinion? Oui, mais parce que j'aime il est gêné derrière ses lunettes. C'est pas ça, c'est que non, belle personne. Nicolas, je trouve qu'il y a quelque chose de très joli chez toi, et je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, et j'ai l'impression que t'enlèves une couche et il y a un nouveau truc. Je trouve que c'est passionnant, en fait, tu vois. Mais ça me touche, et ça, c'est souvent le cas des gens qui ont vécu plein de choses, plein d'épreuves, voilà, ça a fait ta personnalité hors norme, et je comprends aujourd'hui.
ouais, là où ça t'a amené, mais je trouve que c'est très intéressant à voir et je trouve que derrière tout ça, il y a beaucoup d'amour pour les gens qui t'entourent, pour la vie et je trouve que c'est très, très beau, quoi. Tu Tu vois? vois, c'est pour ça que, tu vois, à un moment donné, tu vois, il y a des gens qui me disaient: «Oh là là, t'as de la chance, t'es connu», et je leur disais: «Mais ça enlève tellement de choses Mmh. d'être connu parce que d'un coup, il faut savoir ce que tu vas vendre. Quoi qu'il arrive, si tu restes Ah dans la ouais? lumière, on va dire: "Oh là là, il court derrière la lumière". Si tu tombes dans l'oubli, on va te dire: "Oh là, il est has-been". Quoi que tu fasses, il faut que tu montres un exemple, et ça enlève énormément de moments de gaieté, de moments de spontanéité parce qu'il faut être toujours exemplaire, faut Ouais, c'est toujours être beau vrai. pour la photo, faut être machin, Toujours nin nin. pour les autres aussi, Mais en c'est revanche, il y a seulement un très faible pourcent de personnes qui peut être connu et en faire quelque chose sans se brûler les ailes. ouais. Et je sais que moi, je savais que je voulais avoir de l'impact. J'ai Mmh. renoncé à une vie privée, j'ai renoncé à beaucoup de choses, Mmh. mais je savais que j'avais besoin d'impacter les gens. Je savais que j'avais besoin de les porter, de porter une parole, de parler de choses comme là on fait là, Mmh. et d'essayer d'influencer les gens dans le mieux, d'essayer de les faire beaux, de les rendre beaux, d'essayer d'effacer leurs complexes, d'essayer de les Mmh. booster. Mmh. Moi, aujourd'hui, ma vie, c'est de booster les gens, de remonter leur boîte, de les aider à prendre confiance en eux, de les relooker. C'est ma zone de génie. Je ne sais rien Ouais, faire d'autre. Je ouais, sais même ouais. pas prendre un billet de train. Mais non, mais depuis toujours, il y a ce rôle-là chez toi. C'est là où tu es à ta juste place, C'est quoi. voilà. Et donc je suis pas devenu célèbre pour être une célébrité. Je suis devenu célèbre parce que c'est les conséquences de mon travail. Donc moi, je dis aux Ouais. gens, mais moi, ça a été une conséquence. Je n'en fais rien. Maintenant, je l'utilise à des fins positives, mais Ouais. ça n'est rien pour moi. C'est pas le plus important, tu vois? Mmh. Mais en tout cas, être reconnu pour mon travail, c'est quelque chose qui est cher pour moi, qui est cher à Mmh. mon cœur, qui est Bien cher sûr. pour, mes proches, et voilà. Oui, parce qu'il y a des valeurs et de l'éthique derrière tout ça, tu vois? Peut-être pas toujours, je sais pas, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui voient la célébrité comme quelque chose de un peu de diabolique et de négatif et comment on dit? Superficiel. Mais peut-être aussi, et peut-être de toute façon, il faut être un peu starbé pour en arriver là. J'imagine, pour vouloir être reconnu, pour voilà, pour briller, pour être dans la télé, comme disait ma grand-mère. Mais c'est ce que j'adore aussi parce que tu rencontres quelqu'un et tu lui poses la question et tu dis: «Ah ouais, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît» et je trouve que du coup, ça rend les gens, hyper intéressants, tu vois? Oui, 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 oui. Mais je pense que c'est une vie de fou. Je pense que il faut être fou, Tu as mais vu, je t'ai pas dit le contraire là. ah oui, oui, mais mais en fait, je trouve que toutes les personnes qui sont connues, moins connues, un peu connues ou quoi, et ça, je le dis, j'espère que ça prendra et que on l'écoutera partout. On est censé montrer un exemple, on est censé donner des valeurs, Ouais, ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les plus t'es connu, moins tu donnes de valeur, enfin, des fois, ils règlent leur compte comme ça, ils parlent mal. On a même des gens qui sont punis par la loi, ils continuent encore Mmh. à à être là. En fait, faut montrer l'exemple, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'on donne comme image à nos jeunes, à nos Mmh. enfants? Mmh. On a des roublards, des voleurs, des violeurs, des machins, on a des gens dans tous les sens comme ça. C'est clair. Mais utiliser, putain, quand t'as la chance, le privilège d'être mis au-dessus, de gagner 10 fois plus que les autres, d'être privilégié comme ça, mais faites-en quelque chose, Mmh. mais je trouve que des fois c'est Ouais. mais je suis dans un jour comme ça où je te dis ça à cœur ouvert, c'est terrible, Bah, mais non, mais moi, je trouve que c'est génial et je trouve que cet épisode, il est passionnant parce qu'on n'a pas parlé d'un échec, mais plutôt de plein de moments de vie qui ont non seulement déterminé la personne que tu es aujourd'hui. Je sens que tu es à un carrefour, là, un peu, qu'il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à oui, toi. bah, oui, oui, mais parce que, bah, c'est le moment où Bah, c'est bien, je te c'est la retrouve au bon quarantaine en moment. plus, tu vois? La quarantaine qui arrive, donc je suis là: «Ah, Tu vas qu'est-ce t'acheter que une j'ai belle fait?» voiture. Non, je Tu conduis vas pas. larguer ta femme pour une meuf Je de conduis 20 pas, ans de moins. je conduis pas, donc Ça moi, va c'est une alors. catastrophe. Mais j'ai la crise de me dire: «Punaise, j'aurais pu me marier, avoir des enfants, avoir une vie peut-être plus posée et tout». J'ai ce questionnement-là où est-ce que j'ai fait les bons choix? Et en même temps, j'ai eu ça, mais et là, je suis triste un peu parfois de pas avoir eu, cette vie un peu plus classique, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile comme tu peux l'imaginer, j'imagine que tu rencontres plein de gens, mais là, à ce stade, c'est compliqué de faire des rencontres ou d'avoir une vie privée établie et stable parce que, bah, forcément, les gens, ils ont une vision, ils ont un truc, ils se disent que puis je suis toujours en train de travailler dans tous les sens et tout. Il y a des mecs qui comprennent pas l'impact que je Mmh. veux avoir et Mmh. pour quelles raisons je fais tout ça, pourquoi je travaille autant. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué, tu vois, vie privée. Ça, alors ça, je comprends entièrement. Je pense que c'est
pas tout à fait juste, même du haut de mes 34 ans, parce que j'ai été élevée dans un milieu catho. Moi, ce que j'attendais de la vie, c'était d'un mariage et des enfants. Donc, On a été élevé comme ça, on hein. a été élevés comme ça, mais je suis pas certaine que ce soit très fair de se reprocher des erreurs du passé, alors qu'à l'époque, t'as vraiment fait ce que tu pensais être le mieux. Tu te replaces à Ouais, 40 je ans et comprends. tu juges un Alors, mec c'est qui a su 10 ans de moins. C'est pas non, mais juste, en fait, tu vois? c'est sûr, mais c'est vrai que j'aurais aimé partager tout ça Ça, je avec comprends. quelqu'un, tu vois? Je comprends. Et j'aurais aimé partager tout ça avec quelqu'un, j'aurais aimé, un enfant, j'ai pas envie de le faire seul. Maintenant, j'y pense tout le temps Mmh. et c'est vrai que quand tu vis des choses aussi, mais tu vois, on a tous nos Tu envie de combats, partager t'as envie de le aussi, partager et t'as bien envie des fois de sûr. rentrer le soir, de pleurer un coup et de dire: «Oh là là, putain tu vois, j'ai envie Je d'être avec comprends toi». tellement. Mais après malheureusement, quand je parlais à quelqu'un qui me disait qui était, en politique et qui me disait, tu choisis un truc, tu renonces à quelque chose et il me disait: «Mais à un moment donné, quand tu veux avoir, de l'influence, malheureusement, si tu t'es pas marié avant ou si t'as pas créé ton truc avant, tu vas avoir une période un peu de flottement parce que les gens, ils savent pas à qui ils ont affaire. Mmh mh. C'est beaucoup plus difficile et ça t'isole. Comme l'entrepreneuriat, Mmh. comme il y a beaucoup de choses qui t'isolent parce que d'un coup, on te voit sur une mais Mmh. comme, Bien j'imagine sûr. dans toi, dans ce que tu fais, tout ça, les gens, ils se disent: «Bon, ben ça va, qu'est-ce que tu te plains?» Tu sais, les gens qui disent: «Ça va?» «Bah, toi, ça a l'air d'aller». Ouais. Et tu sais même pas ce qu'on Mmh. vit ou Mmh. tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, je vois bien. Et donc du coup, parfois, c'est: «Ah là là», tu sais, on me dit: «Mais attends, on te voit partout, c'est génial». Le jour, je parlais à mon frère, il me dit: «Mais ah oui, bah vas-y, reste dans ton truc là, sur ton perchoir, toi, machin et tout». Mais mec, J'ai l'air d'un perroquet, en fait. Genre, non, mais il me dit: «Oui, tu es là, au-dessus de la mêlée». Mais mec, non, 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 je me bats tous les jours, je tu me es juste fais dans ton lit chier. le soir et tu as Je envie travaille du de dimanche ouais, au dimanche, ouais, bien je sûr. me suis fait larguer, parce que, j'avais pas le temps, parce que nanana et je dis: «J'aimerais avoir le temps de réfléchir», tu vois? Lui, il a 40 ans, il est en train de réfléchir à sa carrière, j'ai même pas le temps de dire ouf. Mmh. Donc mais bon, c'est malheureusement, ça fait partie des petits mauvais côtés, des petits machins et des petits échecs. Mmh mh. C'est des petits Je échecs de comprends. se dire, tu vois, là, je vois les gens qui sont mariés et tout machin, je suis un peu le rigolo à table, mais Ouais. Et je trouve qu'on sous-estime beaucoup cette envie et ce besoin. On est des animaux sociaux et tu sais, quand on te dit: «Mais c'est génial, concentre-toi sur toi» et tout, je crois que c'est hyper légitime aussi de vouloir partager, cette expérience de vie avec quelqu'un mmh, moi, je suis dans cette même réflexion à me dire: «Ouf, il y a des moments où je trouve que c'est pesant». Alors on travaille sur soi, mais c'est un peu pesant et je pense que c'est hyper, légitime de dire ça. En revanche, il y a un truc auquel je crois pas, c'est dire: «Bon, ça y est, maintenant c'est mort» ou moi, je pense que la vie, elle nous non, bien surprend sûr que non. vraiment dans ces Bien moments-là. sûr que non, mais bon, il faut être Vraiment. raisonnable, tu vois? Je veux pas faire une Al Pacino, avoir un enfant à 80. Non et je te l'assure pas non plus. Après, il te reste encore quelques années. Non, mais Jusqu'à bien sûr 80. et puis je suis certain, enfin, attends, j'ai énormément de chance, j'ai une vie remplie d'amour, j'ai des amis proches qui sont merveilleux, qui ont des enfants et qui me les donnent, enfin, à Mmh. volontiers et tout ça, donc je suis content, mais Là, ça va être la prochaine étape pour toi. bah Mmh oui. mh. Mmh. Et puis, j'ai de l'amour de tous les côtés, donc je peux pas machin. L'entourage d'ailleurs, on parlait tu me disais, tout à l'heure on parlait de l'échec et tout ça et dans l'échec, c'est ce qui a changé moi mon truc, Ouais. c'est vraiment l'entourage. L'entourage, bien sûr. Mais il y a eu ce moment-là où, ça on l'a pas raconté, au moment de ton histoire, mais où tout le monde pense que tu gagnes très bien ta vie alors que toi tu es en train de dire: «Mais attendez, -60 tous les mois» et là Il y a tu eu un moment donc réalises. je dis à ma sœur: «Allez, je me casse» et là ma sœur me dit: «Mais tu es malade, tu vas pas tout lâcher, on va tout te prendre, enfin, genre tu vas pas partir comme ça, tu reviendras plus, enfin» et là, j'ai dit: «Non mais là je suis à cran, je peux plus, je suis pas fait pour ça» et là elle m'a dit: «Non, non, je vais t'aider à remonter ta boîte». Et en fait, ce malheur, en fait, l'argent que j'ai perdu, OK, c'est de l'argent, Mmh mh. mais j'avais jamais été proche de ma sœur. Mmh. Et d'un coup, elle est venue pour m'aider. Elle m'a tiré comme ça et on est devenus hyper proches au point qu'elle a plaqué son taf. Elle avait un taf, un parcours académique, un taf en or et tout Waouh! ça. Elle travaillait dans les BTP, mais elle était chef de projet pour des gros, OK. gros chantiers. Ouais. Elle a dit: «OK, je viens 6 mois, si ça m'éclate, machin». 6 mois après, on a monté notre boîte. On a Dingue. monté le club Nicolas Waldorf où on accompagne des gens pour plus qu'ils se retrouvent dans une situation dans laquelle j'étais. Mmh mh. Donc tu vois, on a trouvé du sens dans Mmh. l'échec, ça Mmh. c'est merveilleux. Mmh. Et surtout au moment où ma table s'est vidée, Mmh. où les amis sont partis parce que forcément, bah, il y a toujours des trucs, l'argent, le truc, machin. J'ai découvert des personnes qui
qui m'ont aidé, mais qui m'ont appelé tous les jours, qui ont vérifié que ça allait bien, qui m'ont dit: «Elle, tu la vires, lui tu fais ça, lui tu fais ça, on va te proposer un comptable, on va te machin». Waouh. Et des personnes qui ont changé ma vie, qui m'ont payé mes premières vacances payées par quelqu'un parce que j'avais plus les moyens, qui m'ont loué la plus belle suite de l'hôtel et en me disant: «C'est la vie que tu mérites». Hem, Tu des amis en or, hein. des amis que j'ai vus, à un moment où je perds des pieds et que j'avais pas vus depuis 10 ans, Mmh. et qui m'ont dit: «Cette fois-ci, on se lâche plus». Heu et et des amis qui m'ont pas lâché dans l'échec et des amis qui m'ont secoué, qui m'ont dit: «Mais bon là, c'est fini ta vie d'avant, machin». Mmh. Mais j'ai énormément de chance, j'ai énormément de chance et Ouais, c'est beau parce que tu donnes beaucoup d'amour et puis il y a ouais, c'est puis, c'est des gens qui t'appellent le matin, qui te disent, «Bon alors aujourd'hui, tu vas tout défoncer, c'est toi le meilleur, tu vas faire ça, ça, ça» et qui te disent en te couchant: «Mec, t'es la meilleure âme, je sais même pas si je mérite ça», tu vois? mmh, Mais c'est ça peut changer une vie, en fait. L'amour, en fait, c'est pas juste être à 2. L'amour, c'est de le recevoir de partout, de le mmh, savoir le prendre mmh, et et il vaut mieux avoir 2 potes mmh, qui donneraient leur chemise, mmh, pour toi mmh, mmh et c'est dans ce genre de moment où je suis ça révèle désolé, je suis beaucoup de très choses. ému, mais Oh t'inquiète, t'inquiète. Si tu veux, on fait une petite pause, enfin, mes amis m'aiment tellement, ils me donnent tellement de force. En fait, ils croient plus en moi que moi mmh. et je trouve que quand on a trouvé ça, il faut vraiment, Le le chérir et en chérir, prendre ouais, soin. le chérir, Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Ça, c'est vraiment on parle de l'amour amoureux, mais mon Dieu, la ma plus grande chance dans la vie, c'est aussi mon cercle d'amis. Moi, je suis fille Ah ouais. unique, alors tu sais, ça a une ampleur, Ah, tu fille unique? je Ah suis ouais, fille c'est quelque unique. chose ça aussi, ça doit être Moi, difficile ça. je recommande pas l'expérience, mais Ça bon. doit être difficile ça. Écoute, chaque expérience est différente, mais si j'ai la chance d'avoir des enfants, j'en ferai plusieurs. Mmh, Si je peux aussi. tu raison. Parce que déjà, je vais me trouver le mec, Il step faut le one, trouver tu vois? Tu vu, et j'ai remis puis mes lunettes pour te dire. c'est bien, ça te va. Elles te vont bien ces Je lunettes, elles les vont bien avec aime ta tenue. bien. Mais en fait, C'est couleur chaude. ben Ouais. écoute, j'ai fait ma colorimétrie il y a quelques Colorimétrie. oui, voilà et on n'a pas réussi à déterminer mes couleurs. Je suis hyper perturbée. La meuf m'a dit: «Je suis désolée, je ne sais pas». Donc je suis repartie en disant: Bah, tout est chaud. Tes bijoux, ta robe, «Ouais, mais apparemment la le je suis» alors ce tu qu'elle a t'étais dit, c'est démaquillée? neutre. Complètement? Non, C'est ça c'est qu'il faut. ça. Démaquille-toi complètement, tu vas le voir tout de Parce suite. que tu vois, mes cheveux, moi, je les trouve trop orangés pour moi. Oui, mais ils sont presque de la même couleur que ton teint, donc si tu continues comme ça va être, de moins en moins naturel et en plus ça te fait une barre à la racine, donc no way. C'est pas du tout le Ouais, blond que je ferais. Moi, je te ferais un c'est blond en pas contouring. C'est-à-dire que j'aurais ah! du clair autour du visage et je OK. laisserais de la base dans les longueurs et tout clair en bas, à la Carrie Bradshaw, quoi. Ouais, mais Carrie Bradshaw, elle est plus claire que moi, hein. Alors oui et non, parce qu'en fait, elle a de la profondeur et juste Mmh. que ses mèches paraissent très claires parce qu'en fait, vu qu'elle se focalise que sur l'avant, t'as l'impression qu'elle est plus claire. OK. Mais non, 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 là, il est Tu trop vu? uniforme, t'as une barre de racine. En Ouais. fait, un balayage, c'est pas censé faire une barre, hein. Moi, ça me dé alors je Oui, ça suis te dérange très pas? à l'ancienne, lui n'aime pas la barre, tu vu comment je suis en train de te faire une consultation gratuite là? Ouais. Tu t'es totalement fait avoir. Ah mais je vais te faire payer. Business is business, Non, mais guys. en fait, c'est pas ça, c'est qu'un aplat de blond vous force à vous maquiller beaucoup. Ah! Le blond ne donne pas meilleure mine. Oui, c'est Les vrai gens ne ça. comprennent pas que Non, la mais c'est vrai. lumière et le contraste donnent bonne mine. Mais un aplat uniforme ne donne pas bonne mine, surtout quand ça ressemble au teint. On a besoin de contraste pour mettre en valeur un visage et un teint. La Ah! peau doit ressortir. Si elle ne ressort pas parce que tu es de la même couleur sur les cheveux, c'est moche. OK, intéressant, C'est pour ça intéressant. qu'une blonde décolorée qui vient d'être décolorée, elle est mieux quand elle a un peu de racine. On va terminer cet épisode. Oui, Qu'est-ce que tu aimerais dire au Nicolas, qui a 16 ans et qui sait pas encore le destin extraordinaire avec tout ce qu'il y a de grandes réussites, mais aussi d'échecs dans l'ombre? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire si tu l'avais en face de toi? je lui dirais, crois en toi, mais j'ai fini par le faire, mais je dirais, n'aie pas peur et je dirais profite plus de ton enfance. Ouais. Je regrette parfois de pas avoir plus profité de mon enfance, j'étais trop soucieux, mais je lui dirais fonce parce que ça va être génial et Mmh. tu vas voir ce qui t'attend. Voilà, je dirais ça. Ouais, c'est joli.
Et quel regard tu portes sur ces dernières années et tous ces bouleversements qui se sont passés dans ta vie? Je pense que je suis la preuve vivante qu'on peut renaître, qu'on peut changer, dans le bon sens. Mmh. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter quand on sent que quelque chose est toxique, quand quelque chose est malsain. Mmh. Je pense il faut s'écouter. Je Mmh. pense que j'ai eu beaucoup de périodes où j'étais dans la séduction, je voulais plaire à tout le monde. Et je Mmh. pense que au moment où tu commences à vouloir faire les choses pour t'amuser par conviction et où tu veux plus plaire à tout le monde, il y a des choses qui changent. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Mais C'est là où la magie arrive aussi, hein, bah souvent. ouais. Ouais, vraiment. Et puis je dirais vraiment, c'est de faire évoluer ta boîte ou tes boîtes ou ta vie en fonction de tes envies. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui diront mais attends, c'est facile pour lui de dire ça. Heu, ne perdons pas de temps. Mmh. Il y a des gens qui sont faits pour entreprendre, ils n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur. Mmh. Bah faites-le. Ouais, Si vous ouais. échouez, ça va, vous allez pas finir enfermé dans une prison. Et puis Heu tout le monde et oublie. puis Moi, je suis pas capable même de dire tel mec, je me rappelle il y a 3 ans, il a fait une opération, ça a pas marché. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? puis les gens ont les mémoires courtes. Mais oui, vraiment. Les gens ont la mémoire courte de ouf. Je dirais, il faut se lancer. Moi, je trouve qu'on est dans un pays où parfois on nous bride un petit peu, on nous fait travailler 8 heures par jour. Du coup, on n'a pas trop le temps de réfléchir, pas trop le temps de s'instruire. Tout est fait un petit peu pour être comme des petits moutons et Mmh. machin. Puis après, on est à les impôts, les machins, les trucs machin. Et au final, c'est fait pour qu'on continue à être un peu muet, à être un peu machin. Puis après, il y a des débats qui nous divisent, donc on reste chez nous, on va C'est pas très machin. vrai. Et en fait, apprenez, ouvrez des bouquins, hem écoutez des podcasts intéressants, hem, Merci de la précision. non mais rêvez grand. Moi c'est ça, le plus important, c'est rêver grand, voyager, Mmh. ouvrez-vous l'esprit, sortez de chez vous, arrêtez de regarder que la télé, triez ce qu'on vous donne comme info, Mmh. mais surtout rêvez. Moi j'ai rêvé en grand, je me rappelle que je coiffais en bas d'une cité dans un salon de coiffure où j'ouvrais la porte, je faisais: «Bonjour madame, bonjour monsieur, vous allez passer l'espace relooking». Le salon il faisait 3 m². On me disait: «Mais qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu te fous de la gueule du monde?» J'ai dit: «Mais si je fais tout comme un grand, un jour je serai un grand». Faites tout comme un grand, rêvez jusqu'à ce qu'on pense que vous êtes fou, mais faites les choses, personne va venir vous chercher, surtout aujourd'hui, personne va Ouais. venir vous chercher. Demain, on sait même pas si on sera en guerre. Donc, chaque instant de votre vie, vous devez en faire quelque chose de fantastique et d'extraordinaire. Et c'est ça que je veux que les gens fassent et c'est ça le message que je veux donner, quoi. Trop bien. Je suis ultra reboostée pour le week-end là. Je te jure, ça donne une niaque. Je trouve que tu as entièrement raison et j'espère que ça va plaire à ceux qui nous écoutent et que ça va leur faire C'est du bien. gentil. Merci beaucoup, beaucoup Nicolas, franchement, Merci. pour tout ça, pour ta générosité dans ce que tu dis. Et ouais, c'est un très bel épisode, optimiste et qui donne la niaque. Donc mission accomplie. J'espère. Si ça peut donner l'envie, c'est le plus important pour moi. Bon bah top. Merci Nicolas. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.